Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir ici ce soir aux salles Saint-Nicolas qui sont heureusement décorées par le salon d'automne qui dure encore jusqu'à dimanche. Donc quand nous aurons enlevé les panneaux, revenez pour admirer les tableaux et éventuellement pour en acquérir un, pourquoi pas. Je prends la parole ce soir en introduction pour excuser Philippe Marini qui est retenu à Paris. Et je ne suis pas certain qu'il sera rentré à temps pour participer à la fin de cette réunion. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous avoir ici ce soir pour une grande journée sur le canal Seine-Nord-Europe, puisque aujourd'hui nous avons, avec le président Bertrand qui va nous rejoindre dans quelques minutes avec les membres du conseil de surveillance, que je ne dise pas de bêtises, du conseil de surveillance de la société du canal, qui va nous rejoindre dans quelques minutes, parce qu'aujourd'hui nous avons donné le premier coup de pioche symboliquement à Montmac, dans le lit futur de l'Oise qui aura été dévié à cet endroit-là. Et ce sont les premiers travaux visibles du canal, du fameux canal. Et je pense qu'on vit une grande journée parce que ce canal, effectivement, ça fait très très longtemps qu'on en parle. Philippe Marini, c'est déjà en 2003 qu'il a créé l'association Seine-Escaut pour promouvoir le canal dans les Hauts-de-France, qui n'étaient pas encore les Hauts-de-France à l'époque. Et il a fallu convaincre les uns et les autres, continuer d'en parler. Ça a été un travail de longue haleine jusqu'à ces dernières années, puisqu'il a fallu convaincre l'État lui-même de laisser la possibilité à la région Hauts-de-France de créer une société pour le canal, spécifiquement, afin de porter le projet, de prendre le risque de porter le projet, puisque l'État renâclait à prendre cette charge. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vais tout de suite passer la parole à Pierre-Yves Bier, qui est en gros le monsieur relations publiques du canal, pour faire simple. Merci à vous pour votre présence ici ce soir et je vous souhaite une très bonne soirée. Et on accueillera d'ici quelques minutes Xavier Bertrand et les membres du conseil de surveillance. Merci. Merci, monsieur le député, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de la Société du Canal Seine-Nord-Europe et de l'ensemble de ses partenaires, cofinanceurs du projet, les grandes collectivités des Hauts-de-France, l'État, l'Europe, bien sûr, pour cette réunion d'information dans une journée, comme l'a dit monsieur le député, bien singulière pour le canal, puisqu'il y a eu ce premier coup de pioche à Montmac. Donc ce que nous vous proposons ce soir, c'est tout d'abord de vous faire une présentation avec Lina Pobeda, qui est la directrice du territoire compiègnois-noyonnais de la Société du Canal, c'est-à-dire qu'elle est l'interlocutrice de l'ensemble des acteurs du territoire, des habitants, pour que le canal soit une réussite aussi bien donc sur le Compiègnois que sur le Noyonnais, que nous allons vous proposer donc de vous présenter le projet tel qu'il est dans l'Oise. Et puis ensuite, eh bien, le président Xavier Bertrand et les membres du conseil de surveillance nous rejoindront et donc nous pourrons aussi avoir un débat notamment sur les enjeux autour de l'emploi, des opportunités à la fois pour les habitants de nos territoires et pour les entreprises de nos territoires. Donc juste avant cette présentation, juste un petit clip pour vous indiquer que ça y est, le canal c'est parti. Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Effectivement, le canal c'est parti et puis dans l'Oise, vous le savez, et dans le Compiègnois en particulier, eh bien c'est déjà parti depuis quelques temps. Donc
une première chose, c'est rapidement refaire un petit tour. C'est quoi le canal sur le secteur 1? Le canal, c'est 18 km de linéaire qui se décomposent en 2 biefs séparés d'une écluse. Et qui donc techniquement consiste d'une part sur un premier tronçon à élargir l'Oise canalisée et à approfondir. Sur un second tronçon, il s'agit de creuser véritablement le canal Seine-Nord dans les terres. Et puis au niveau de Cambronne, on reprend le tracé de l'actuel canal latéral à l'Oise qui s'élargit et s'approfondit pour sa mise à grand gabarit. Voilà, donc les premières étapes qui se sont déroulées ces derniers mois, ces dernières années, c'est donc d'abord des étapes qui consistent à faire de la place au canal, qui consistent à libérer les emprises, qui est un gros mot pour dire finalement réaliser des opérations d'archéologie préventive, dévoyer les réseaux d'eau, d'électricité, de gaz, etc. Effectivement procéder à des démolitions sur les bâtis qui sont sur la trace du canal, et puis réaliser les déboisements là aussi nécessaires à l'emprise du canal. Ces déboisements sont réalisés évidemment en respect des prescriptions environnementales, et on a fait sur Montmac un certain nombre de déboisements qui ont été traités directement sur place, qui ont été broyés, transbordés à Montmac pour être valorisés à Nesle ensuite pour faire du bois d'énergie, donc 4000 tonnes qui ont été évacuées par voie fluviale, et on souhaitait le mettre en avant puisque ce sont toutes ces circulations-là qui sont évitées donc, sur notre territoire. L'environnement, comme je le disais, est au cœur du projet du canal Seine-Nord-Europe, et quand on fait les opérations que nous faisons, on les fait toujours dans le respect de ce qu'on appelle la séquence éviter, réduire, compenser. Qu'est-ce que ça veut dire? Éviter, ça veut dire que lorsqu'on prévoit le canal, lorsqu'on définit son tracé, eh bien, on évite au maximum les impacts potentiels sur l'environnement. Lorsque ceux-ci ne peuvent être évités, eh bien, ils sont réduits. Ça veut dire faire des pêches de sauvegarde, ça veut dire couper les arbres à certaines périodes de l'année pour éviter les impacts sur les nidifications, et compenser. Eh bien, lorsque les impacts ne peuvent être ni évités ni réduits, eh bien, ils sont compensés. Donc les compensations, au-delà de la construction du canal, en amont de la construction du canal, elle a déjà été lancée. Elle a été lancée en 2017 avec la plantation de 3800 arbres à Bienville. Donc c'est une zone aujourd'hui qui est tout à fait fonctionnelle. Donc c'est intéressant de voir que la nature est fort puissante. Ça a consisté aussi en 2019 en la réalisation d'un hectare de zone humide à Ribécourt, au sein même du lycée horticole, et donc en partenariat avec le lycée horticole. Donc il y a une vocation pédagogique aussi qui est intéressante, et on a eu l'occasion d'aller les voir il y a pas très longtemps. Et puis plus récemment, là, au mois de mars 2021, ce sont 6500 arbres qui ont été plantés à Chiré-Orscan, et qui aujourd'hui grandissent et constitueront des reports d'habitat. Et puis à côté de ça, il y a aussi des opérations de compensation qui ont une vocation pédagogique, qui ont été proposées aux habitants du secteur 1. On parle de l'opération des nichoirs du canal. Donc on a proposé aux habitants des communes traversées par le canal d'héberger des nichoirs. Donc ce sont 13 communes qui ont participé, 18 écoles et 573 nichoirs qui ont été mis en place chez des particuliers. Donc c'est une opération qui a connu un certain succès et qui sera évidemment déployée sur les autres secteurs au fil du déploiement des travaux. Les mesures compensatoires effectivement se poursuivent, et là nous avons lancé un certain nombre de travaux cet automne. Donc ce sont des travaux qui représentent 165 hectares au total,
donc la création de mares, création de zones de peuplerie, qui en fait là aussi pour constituer de l'habitat de report et compenser les effets du canal. Donc ce sont des travaux que l'on traite tout comme les autres travaux et que l'on accompagne en termes de communication et voilà, sur la vallée de la Verse, la forêt d'Ourscan également et la vallée de l'Oise. En termes de travaux, bon, ça ne vous a certainement pas échappé sur le territoire. L'année dernière, on démarrait les travaux de création des quais, donc à Pimpré et à Ribécourt. Donc, ce sont des travaux qui arrivent à leur terme, là, qui vont pouvoir, qui seront achevés d'ici la fin de l'année et qui vont constituer. Ça fait partie des travaux qu'on dit préparatoires. Donc, ce sont des travaux qui vont nous permettre en fait la réalisation du canal, tout comme la création des giratoires que vous avez pu voir à Choisy. Donc, ça nous permettra d'utiliser ces quais pour évacuer ou acheminer des matériaux sur le chantier. Donc l'idée, c'est effectivement d'accueillir et de limiter les utilisations des circulations routières. Le ressalement de l'Oise, c'est ce qu'on considère être comme le vrai chantier de démarrage. C'est le vrai chantier de terrassement. En fait, c'est le chantier à partir duquel, finalement, on reculera plus. Donc, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de dévier l'Oise, rescinder l'Oise. Ça veut dire bouger un petit peu l'Oise pour permettre au canal, finalement, de s'insérer entre l'actuel canal latéral à l'Oise et l'Oise actuelle. Donc, ces travaux ont démarré cet été par des premières opérations donc, de mise en place des pistes de chantier. Et là, sur les photos, vous voyez que déjà, effectivement, le nouveau lit de l'Oise est en train de se profiler et permettra ainsi l'insertion du canal en sa future place. Donc, au-delà de ce chantier de resscindement de l'Oise, d'autres travaux démarrent également, qui sont principalement donc, la création de 3 ouvrages d'art, 3 ponts au niveau de Cambronne. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de Cambronne, on a un pont sur l'Oise, un pont sur le canal latéral à l'Oise. Et là, il va falloir créer le pont sur le futur canal, qui lui-même est plus haut et plus large, et qui nécessite donc la reconstruction de ces 3 autres ouvrages. Et puis, également dans ce même marché, vous avez la création d'une nouvelle section de route et un autre franchissement au niveau de la RD 40 bis, ce qu'on appelle. Voilà. Puis 2 autres ouvrages hydrauliques, puisqu'au niveau de la commune de Montmac, nous créons un déversoir qui permettra de limiter les effets des crues sur le territoire, sans toutefois les supprimer. Et puis un siphon, voilà, puisque comme on fait passer les routes au-dessus du futur canal, eh bien on fait passer les rues en dessous par des principes des systèmes de siphon. Voilà, donc les prochaines étapes, ce sera la création de l'écluse de Montmac, toujours sur le secteur 1, avec des travaux à démarrer fin 2023, et puis le creusement véritablement du canal Seine-Nord-Europe. On anticipe un début des travaux dans le courant de l'année 2024. Voilà. Donc évidemment, l'information à ce stade du projet, tout comme la concertation en amont, est un enjeu important et nous tient à cœur. Donc, eh bien, la communication autour de la création de ces nouveaux chantiers se développe, avec la mise en place de moyens de contact pour pouvoir là aussi accompagner les riverains dans ces travaux, puisque finalement, comme on dit souvent en réunion publique, vous êtes nos yeux et nos oreilles, donc il faut pouvoir nous dire si les choses se passent plus ou moins bien. Et puis avec le développement d'un site internet qui aujourd'hui offre au territoire un moyen de contact là aussi direct et des informations plus spécifiques, plus localisées, plus territorialisées. Et un moyen de contact qui permet d'avoir une information chaude, qui est un enjeu important dans les travaux. Voilà. Et puis par-dessus tout, et on tenait à le préciser, avec le démarrage des chantiers, on invite les riverains usagers à être particulièrement vigilants.
à refaire preuve d'attention lorsqu'ils effectuent leur trajet domicile-travail, parce qu'un chantier nécessite des changements de direction, parfois une signalisation verticale à laquelle on n'a plus du tout l'habitude de faire attention évolue. Il est important d'être vigilant, il est important de communiquer sur le fait qu'un chantier fermé, ça n'est pas pour vous cacher quelque chose, c'est juste parce que c'est dangereux, et pour assurer la sécurité à la fois des riverains, des usagers, mais aussi des personnes qui travaillent sur le chantier. On insiste beaucoup sur la dimension sécurité qui doit devenir une priorité sur comme ça, des territoires qui sont traversés pour de longue durée par des travaux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je signale, on ne va peut-être pas le diffuser ce soir, que vous avez sur le site internet du projet et donc sur la page du Compiègnois à Noyonnais un certain nombre de films à votre disposition, dont une présentation du secteur en 3D pour vous donner à voir ce que ce sera quand ce sera terminé. Et puis il y a également une chaîne YouTube qui propose un certain nombre d'outils pédagogiques pour bien comprendre ce qui se passe sur notre territoire. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Alors sur le Noyonnais, c'est le temps des études détaillées, c'est le temps de la maîtrise foncière, c'est le temps des autorisations environnementales. Depuis fin 2019, avec une accélération à partir de l'été 2020, eh bien, il y a eu de très nombreuses concertations avec l'ensemble des acteurs du territoire, avec les communautés de communes. J'ai cité le pays noyonnais, mais sachez qu'il y a également 2 communes du pays des Sources, tout à fait au nord du département, qui sont concernées par le secteur 2 du canal et ses 15 kilomètres, avec les maires, avec la profession agricole. Et toute cette concertation, qui se poursuit encore dans cette dernière phase de finalisation des études, eh bien, a permis d'améliorer le projet. Elle l'a amélioré. Par exemple, je prendrai la question de l'impact sur l'agriculture, qui est évidemment un des enjeux majeurs à laquelle les concepteurs du canal sont confrontés. Eh bien, le travail fin sur le calage de l'altimétrie des 2 biefs qui traversent le Noyonnais a permis de réduire jusqu'à 3 millions de mètres cubes d'excédent de matériaux. Et tout ça, effectivement, c'est des terrassements moins, c'est des recherches de destination pour ces excédents de matériaux. Et donc, le fait d'avoir relevé d'1,50 m le bief entre l'écluse de Noyon, qu'on va voir juste après, et l'écluse de Catigny, un petit peu plus au nord. Le fait aussi d'avoir repositionné l'écluse de Catigny, et j'y reviendrai, un petit peu plus au sud, a permis justement de faire ces économies à la fois de terrassement, mais aussi de gagner plus de 10 hectares d'emprise sur le canal. Et ça, c'est un élément très important dans le cadre des discussions avec les élus, avec la profession agricole. Alors ici, sur le Noyonnais, en fait, on est sur un canal de nature différente à ce que vous a présenté Lina Pobeda. Dans la vallée de l'Oise, donc on est principalement sur un canal latéral à la rivière, ou même la rivière aménagée pour la navigation des grands bateaux. Et bien, à partir du Noyonnais et jusqu'au Cambrésis, pour lesquels les travaux donc, démarreront à partir du 2e semestre 2024, on est sur ce qu'on appelle un canal de jonction. C'est-à-dire qu'on va vraiment commencer à escalader en quelque sorte le relief pour passer de la vallée de l'Oise jusque la vallée de la Sensée dans le nord, de manière à rejoindre le réseau européen. Et donc, c'est caractérisé de ce fait-là par des reliefs plus importants et par des grandes marches d'escalier qui vont permettre aux bateaux de franchir ces reliefs. Et donc, c'est ce qu'on va avoir. On va voir les images juste après. D'abord à Noyon, où on est sur un passage du canal juste à l'ouest de l'agglomération. On peut juste remettre la carte encore un petit instant, merci. Donc juste à l'ouest de l'agglomération, c'est d'ailleurs l'endroit où le canal passe le plus près de zones urbaines denses, en particulier le quartier de Beauséjour à Noyon, pour ensuite sortir de l'agglomération noyonnaise, longer la route entre Noyon et Roye, avec une alternance d'un canal en remblai et d'un canal en déblai, pour bifurquer vers le nord et se diriger vers le nord du département, atteindre le secteur de Catigny avec une autre écluse et ensuite arriver dans le nord du département jusque dans la Somme. Alors, si on illustre ces propos,
Eh bien, en effet, le territoire va être marqué par un certain nombre d'ouvrages. D'abord, des ouvrages d'art de franchissement du canal. Donc, sur les 15 km du Noyonnais, il y aura plusieurs ouvrages. On rétablit une grande majorité des voies de circulation avec des ouvrages de dimension importante. Hein. Donc, vous avez ces ouvrages en arche, ce qu'on appelle des bowstrings, qui permettent de franchir les endroits où là le canal est le plus large, donc par exemple à l'entrée de Noyon avec une portée de plus de 100 mètres, ce sera le cas également au nord de Noyon, et puis des ouvrages plus classiques, bipoutres qu'on retrouvera sur d'autres rétablissements, mais avec une recherche architecturale qui est intégrée par les concepteurs pour intégrer au maximum l'ouvrage sur le territoire. Je reste une seconde encore sur cette diapositive parce que vous voyez le chemin de service sur la photo à droite et à gauche. Eh bien, le département de l'Oise réfléchit et nous a demandé d'étudier la possibilité, côté est du canal, eh bien, de repositionner la piste cyclable qui s'appelle la Transoise, qui est aujourd'hui au bord du canal du Nord, de la repositionner donc, sur le long du canal Seine-Europe, de manière à maintenir cette possibilité de faire de ce canal un itinéraire pour les piétons et pour les cyclistes. Alors j'en viens effectivement aux écluses à présent, et donc avec l'écluse de Noyon qui a fait l'objet d'un travail avec la ville, avec l'architecte des bâtiments de France, très important. On est en bordure d'une agglomération pays d'art et d'histoire naturellement, et donc il y avait un enjeu d'insertion très très fort, et donc c'est le fruit de ce travail avec notamment une intégration très forte. 750 arbres seront plantés aux abords de l'écluse, et tout un travail a été mené et sera réalisé donc, de l'aménagement de ce qu'on a appelé l'entre-deux cadeaux entre le canal du Nord tel qu'il existe aujourd'hui et le futur canal Seine-Nord-Europe à l'amont de l'écluse de Noyon. Pour illustrer l'écluse de Noyon, je crois qu'on a une petite vidéo qui vous permet de toucher d'un peu plus près ce que sera l'environnement après la réalisation du canal Seine-Nord-Europe. Donc cette vidéo, elle est véritablement basée sur les études techniques, donc c'est très précisément ce qui sera réalisé au moment de la construction de l'écluse à partir de fin 2024, début 2025. Ce que vous voyez ici, ce sont des bassins d'épargne, c'est-à-dire qu'en fait ça permet d'économiser l'eau quand les bateaux sont dans le sas et qu'on vide le sas. Les 2/3 de cette eau part en gravité sur ces bassins et donc sont réutilisés derrière pour la bassinée suivante, pour le passage du bateau suivant, et ça permet d'économiser l'eau puisque l'enjeu c'est de réaliser un canal le plus économe en eau possible. Donc, vous voyez le pont à arche bowstring à l'entrée de Noyon que nous évoquions tout à l'heure, qui permet aussi de se représenter les évolutions importantes qui vont marquer l'entrée de ville au sud de Noyon, mais ce sera également au nord. Un élément important, et on verra tout à l'heure une illustration, cette écluse de Noyon, donc 21,07 m de chute. C'est une écluse très importante, hein. Les écluses du canal du Nord que vous connaissez font de l'ordre de 6 mètres de chute. Donc là, on aura un ouvrage majeur, un ouvrage majestueux qui sera par ailleurs visitable. Et donc là, on est un petit peu dans la peau du marinier qui est à l'approche de rentrer dans l'écluse. On a au niveau de la station de pompage, puisque l'eau qui n'est pas envoyée dans les bassins d'épargne est repompée immédiatement du bief aval vers le bief amont, de manière là encore à limiter la consommation d'eau. Alors encore quelques images de l'écluse de Noyon, puis ensuite on remontera vers le nord. Donc ça c'est la route, pour ceux qui connaissent, qui vient de Montdidier, de Lassigny, de l'Arbois, et on se dirige donc vers la ville de Noyon. Une piste cyclable de 3 mètres à réaliser, permettant la continuité de ce qui existe aujourd'hui sur cette voirie-là. Et puis donc ce que je vous indiquais tout à l'heure, je pense que c'est l'image juste d'après, eh bien, cette écluse sera l'une des 3 écluses visitables du canal Seine-Nord-Europe. Il y en aura une par département, Somme, Pas-de-Calais, et donc pour l'Oise, c'est l'écluse de Noyon. Vous voyez cette structure en bois très vitrée, et qui sera le site d'accueil. Et ensuite, les visiteurs pourront aller sur le toit terrasse et ensuite cheminer dans le cadre d'une visite guidée, bien évidemment, parce qu'il y a des enjeux de sécurité, pourront voir de près effectivement le passage des bateaux. Et ça, c'est un élément que l'on travaille avec la communauté de communes et avec Voies navigables de France.
Si on remonte un petit peu vers le nord, je disais que toutes ces études depuis 2020 avaient donné lieu à beaucoup de dialogues. Et je voulais citer en particulier le travail qui a été fait par et avec les habitants de la commune de Catigny, qui est une commune qui va connaître de nombreux aménagements. Je vous ai dit tout à l'heure que la commune avait accueilli finalement sur son territoire la deuxième écluse du secteur du Noyonnais, une écluse de 14 mètres de chute. Elle était un petit peu plus d'1 kilomètre au nord, pour les raisons que j'ai indiquées, limiter les prélèvements agricoles et les terrassements. Mais du coup, il y a effectivement un aménagement très important entre l'écluse, un rescindement du canal du Nord également, et donc la réalisation du canal Seine-Europe. Et donc, il y a eu tout un travail qu'on peut qualifier de co-construction, permettant de réussir à prendre le parti qui permet aux habitants de se projeter et d'imaginer un cadre de vie, une fois les travaux réalisés, qui soit le plus intéressant possible, malgré l'impact néanmoins qui demeure, qu'on a cherché au maximum à réduire. Et donc l'écluse de Catigny, donc même longueur, je ne l'ai pas indiqué, mais c'est 195 mètres x 12 mètres 50. Et puis elle est un tout petit peu moins haute en chute que celle de Noyon, 14 mètres, mais c'est quand même une écluse remarquable, évidemment, et donc qui sera juste au nord de l'agglomération, là aussi dans une logique d'insertion, y compris pour les cheminements piétons et cyclables qui pourront la franchir en l'occurrence. Voilà une autre image du parti architectural. Et je crois que nous avons peut-être une dernière image qu'on peut passer. C'est la dernière, n'est-ce pas? Alors, juste pour indiquer, donc, le dialogue avec les élus se poursuit là, cet automne dans le cadre de la finalisation, comme j'indiquais. Et il y aura une réunion publique spécifique pour l'ensemble des habitants du Noyonnais et du Pays des Sources le 2 décembre à 19h30, donc au Théâtre du Chevalet à Noyon, qui permettra vraiment de rentrer également dans le détail de la conception du projet sur le Noyonnais. Voilà, je vous remercie. Voilà, peut-être qu'il y a des premières questions sur cette première partie de présentation sur l'Oise, avant de donner la parole à M. Xavier Bertrand, président du conseil de surveillance de la Société du Canal, président du conseil régional. Mais peut-être que les premiers éléments d'information qu'on vous a délivrés appellent de votre part certaines questions techniques, environnementales. Monsieur ? Quel est le taux de survie sur les 10 000 arbres qui vont être plantés ou qui vont être plantés? Alors d'abord, il y a en réalité 850 000 arbres qui vont être plantés sur les 107 km du canal et sur l'ensemble des sites de mesures compensatoires environnementales que nous allons réaliser. Donc, globalement, 450 000 arbres autour du canal et encore 400 000 sur les sites de mesures compensatoires. Alors, comme vous l'indiquez, en effet, déjà 10 000 arbres ont été plantés dans l'Oise et à peu près 1 millier dans la Somme. Donc, principalement, donc, ils ont été plantés sur Chiry-Rouscan en 2021, et donc l'été a été relativement clément pour des jeunes pousses, et donc ils ont globalement bien repris. Il y a eu d'autres, effectivement, cet été plus difficile cette année, qui a permis qui a fait souffrir un petit peu les jeunes plants. Et donc, alors je crois qu'on doit être autour de 20% de plants qui sont en difficulté. Et donc, le principe que l'on retient naturellement, c'est de remplacer, puisqu'on a une obligation de résultat sur les aménagements environnementaux que nous avons à réaliser. Sur la Somme, sur le site de la Somme, effectivement, là, on a des résultats qui sont un petit peu meilleurs. Mais globalement, donc, on a réussi quand même à contenir l'effet, en particulier de cet été particulièrement chaud et sec. Autre question peut-être ? Dernière question peut-être. Quelles essences planter? Alors, en l'occurrence, donc, là, c'était des boisements alluviaux, tout ce qui est dans la vallée de l'Oise en particulier. C'est boisements alluviaux. Donc, là, en l'occurrence, sur Chiry-Rouscan, sur Bienville, on était donc sur des ormelis, avec particulièrement ce travail de partenariat avec le lycée horticole et le conservatoire national botanique de Bailleul, qui est une expérience particulièrement intéressante. Donc, espèces locales qui ont été plantées donc sur Chiry-Rouscan.
Je propose peut-être de passer la parole à Jérôme Dezobril, président du directoire de la Société du Canal, qui sort du conseil de surveillance, comme Pierre Vatin l'a indiqué tout à l'heure en introduction. Oui, bonjour à tous. Très très heureux d'être ici à plusieurs titres. La première, c'est que je suis compiègnois, n'est-ce pas, Eric? Donc, mais aussi originaire du Nord, n'est-ce pas? Je reconnais mon ancien médecin, pour tout vous dire. Donc, mais voilà, le monde est petit et c'est vraiment très agréable de pouvoir être ici. Peut-être, en effet, on sort du conseil de surveillance et excusez-nous du petit retard. Peut-être qu'on peut présenter finalement ce qu'est la Société du Canal et la chance qu'on a que finalement ce soit à Compiègne, d'accord? Donc, alors, premier élément, je pense que les équipes de Pierre-Yves vous ont présenté, mais je pense que c'est important dans les conditions actuelles de rappeler que ce projet, il est porté par l'Europe. Et l'idée de ce projet, c'est de faire un grand réseau fluvial européen qui permette, vous voyez, du Havre à Dunkerque, au port de Belgique, de faire un grand réseau fluvial à grand gabarit. Alors, nous qui sommes d'ici, nous voyons passer les péniches sur l'Oise. Elles sont déjà à grand gabarit ici, simplement elles butent après, puisque, comme vous le savez très bien, le canal latéral à l'Oise et le canal du Nord ensuite est d'un gabarit pas suffisant, parce qu'en effet, la compétitivité du transport fluvial, c'est lié à son gabarit. Donc l'idée de l'Europe, ça a été de faire ce grand réseau fluvial de façon à rapprocher les peuples, bien sûr, et assurer aussi la décarbonation des transports, puisque une péniche, ça produit, à grand gabarit, ça fait à peu près 4 à 5 fois moins de CO2 qu'une tonne transportée par la route. Donc, vous voyez, l'idée, c'est ça, sauf que voilà, il y avait au centre un goulet d'étranglement, un tronçon manquant, et donc l'idée de l'Europe, c'est de faire sauter ce goulet d'étranglement, mais même plus large. Vous voyez sur la carte, tout le réseau bleu, l'Europe le finance. Tout le réseau bleu entre Le Havre, Dunkerque, mais aussi nos partenaires wallons et flamands, est peu à peu régénéré. Alors ici, dans l'Oise, on avait vu déjà les nouveaux barrages comme on a eu à Venette. Il y a un projet qui est porté par VNF de mise au gabarit européen de l'Oise, mais tout ce réseau est financé par l'Europe. Et on a une chance inouïe, c'est que l'Europe a pris une décision d'exécution, qui est une chance inouïe, parce qu'il n'y a que 3 projets en Europe qui ont ça, qui fixent vraiment l'objectif du projet de faire ce grand projet à l'horizon 2030. Alors, vous voyez, on fait ce projet à 4, VNF, pour les voies navigables en France. Alors, comme certes, je suis compiègnois, mais je viens aussi du Nord, n'est-ce pas? Comme disent nos amis wallons, c'est le SPOE, le service public de Wallonie, qui fait également des travaux sur l'ensemble de son réseau, et aussi les Flamands, des Vlaams de Van Terweg, qui fait aussi du réseau. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir un réseau autoroutier pour le fluvial qui va permettre, bien entendu, d'inciter au report modal pour qu'on puisse avoir moins de camions sur notamment l'autoroute A1. Alors, au centre, ce canal Seine-Nord, Pierre-Yves et Lina vous ont présenté ce qui se passe ici, sur la partie sud du tracé, mais vous voyez que ce tronçon, il va aller donc de Compiègne jusque dans le nord, à Aubonchat-l'Aubac, donc entre Cambrai et Douai. Donc en 2 phases. Alors concrètement, c'est 107 km à réaliser, c'est plus d'une 60aine d'ouvrages d'art. Alors concrètement, comment on fait ces projets? C'est un peu comme quand on fait sa maison. Il faut acheter un terrain, il faut ensuite avoir un permis de construire, il faut également avoir un architecte, il faut avoir enfin des entreprises travaux. Pour un canal, c'est un peu pareil, il faut acheter le terrain, le foncier, d'où le grand partenaire avec la profession agricole. L'architecte s'appelle le maître d'œuvre et le permis de construire s'appelle l'autorisation environnementale. Et enfin, on choisit les entreprises travaux. Donc, avec l'État, donc monsieur le sous-préfet est ici présent, les services instructeurs se sont beaucoup mobilisés, puisque c'est un objet un peu hors norme. On a, pour faciliter les choses, divisé le projet en 2 phases. Une phase au sud, le secteur 1, c'est pour ça qu'il est déjà pas mal avancé, puisqu'il a eu, lui, son permis de construire, l'autorisation environnementale en 2021. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a eu le premier coup de pelle près de Montmac. Monsieur le maire de Montmac est là, et je lui souhaite un bon anniversaire à sa première adjointe, puisqu'on avait choisi la date pour ça, paraît-il. Absolument. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on a commencé. Donc, monsieur le maire de Pimpré, là aussi, on a fait des quais qui sont en train pour assurer que l'approvisionnement du chantier se fasse plutôt par la voie fluviale. Donc, ça, Lina vous l'a présenté. Donc, c'est cette première phase. Et ensuite, il y aura une seconde phase
où là, actuellement, je peux vous dire que les ingénieurs, les services instructeurs, tout le monde travaille pour avoir ce permis de construire, cette autorisation environnementale qui est attendue donc, plutôt à l'horizon 2024. Alors, sur le projet, également, et alors, cette diapo la montre pas qu'ici, mais quand même ici, ça a toute une résonance particulière, puisqu'en effet, une délibération du Conseil de surveillance en 2018 a décidé que la Société du Canal serait basée à Compiègne. Donc c'est une chance inouïe. Alors surtout, ce n'est pas parce que j'habitais Compiègne, parce que je vois surtout que les choses soient claires, donc je ne prends pas part au vote, mais c'est parce qu'il y a eu un très beau dossier à l'époque de l'agglomération de la région de Compiègne qui a proposé une opération à tiroir, vous qui êtes d'ici, d'abord d'emménager, vous avez vu en 2018, dans les locaux près du Pont-Neuf, au-dessus du CEREMA, et ensuite dans le cadre de la réhabilitation de l'école d'état-major, donc de façon puisque l'équipe grandissait, donc c'était très pertinent cette opération à tiroir. Donc concrètement, la Société du Canal, c'est d'abord une équipe qui est dirigée selon les orientations stratégiques du Conseil de surveillance. C'est une équipe de 70 personnes. Donc, alors, vous avez vu, on a eu aujourd'hui un conseil de surveillance qui fixe les grandes orientations. Alors, la chance qu'on a aussi, c'est que ce conseil de surveillance, il réunit les collectivités, l'État et l'Europe. On a aussi l'Europe, alors Éric Deval-Roger siège, n'est-ce pas ? Il a aussi d'autres fonctions assez complexes en termes de marché public au sein de la société. Donc, c'est vraiment le conseil de surveillance qui fixe ces grandes orientations. Et donc, cette société est désormais à Compiègne depuis 2018 et elle représente plus de 70 personnes. C'est aussi de l'emploi local. Alors, on voulait surtout insister sur 3 dimensions essentielles. Parce que quand on fait un projet comme ça, alors j'ai pris la métaphore, si j'ose dire, de la maison. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on fait la maison sur le terrain du voisin en soi, d'accord, initialement. Donc forcément, on le fait qu'avec l'ensemble des acteurs du territoire. Alors, premier acteur du territoire, la profession agricole. Donc il y a eu un énorme travail et on peut souligner vraiment le sens des responsabilités de la profession agricole. Et avant cela, notamment pour la Chambre d'agriculture de l'Oise, on a travaillé avec eux, puisqu'en effet, un des enjeux de ce projet, c'est qu'on va avoir forcément des dépôts de terre assez importants. Alors, les gens du Nord auraient fait des grands terris, n'est-ce pas ? Là, on a vu avec la profession agricole pour faire des dépôts qu'on va remettre en culture, qui va permettre à terme de simplement faire des collines. Deuxième dimension essentielle, et la question était liée là-dessus, c'est l'eau et l'environnement. L'environnement en général, l'eau et la biodiversité, on devrait dire. Alors, sur la question de l'eau, l'idée, c'est d'être le plus économe possible en termes d'eau, donc de remplir le canal à partir de l'Oise, dans l'hiver, en fait, lorsque le débit de l'Oise le permet, et après, tout le système est fait pour garantir que l'eau reste dans le canal. Donc Pierre vous a montré les écluses, vous voyez sur le côté ce qu'on appelle des bassins d'épargne. C'est pour épargner l'eau, pour la consommer de la manière la moins importante. Et puis il y a aussi des dispositions d'étanchéité pour être certain que l'eau reste le plus dans le canal. Tout ça est fait et dimensionné pour résister à un été de 1976. Et sachez, on a regardé particulièrement ce qui s'est passé cet été. Cet été, on était juste au-dessus d'un été 67, donc il n'y aurait pas eu d'interruption de navigation sur le canal Seine-Nord cette année. Alors, sur la diapo, vous voyez un petit arbre, donc pour revenir sur la question de tout à l'heure. C'est une belle histoire, j'ai envie de dire. Cet arbre, c'est l'orme-lys. Alors, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un connaît l'orme-lys ici ? Non. Donc l'orme-lys, c'est une espèce protégée en Picardie uniquement. Et il n'y avait plus de filière de pépinière qui faisait ça. Donc on est allé voir, c'est toujours l'idée gens du Nord, gens du Sud de la région, on est allé voir le Conservatoire national botanique de Bailleul, qui avait encore les graines. Et pour la pépinière, on a été allé au lycée de Ribécourt, juste ici. Et donc c'est les élèves du lycée de Ribécourt qui ont refait les plants et qui ont planté, qui ont permis d'avoir les 10 000 plants qu'on a replantés en forêt de Chéry-Ourcans. Dernier point, et là je soulignerai l'incroyable activité de toute l'équipe autour de Pierre-Yves, c'est venir d'abord sur le terrain, comme ici, c'est un peu finalement la première grande réunion qu'on a au niveau départemental. Ce qui était important depuis 4 ans, c'est d'être sur les marchés, à la fête du lycée de Ribécourt, dans les mairies, sur les 107 km pour écouter, pour construire, comme l'a signalé Pierre-Yves à Catigny. Voilà, c'est vraiment 3 valeurs essentielles
pour inscrire ce projet dans le territoire. Dernier sujet, Xavier Bertrand y reviendra, il est un meurt-de-faim de l'emploi, et donc pour être certain qu'il y ait le maximum de leviers pour l'emploi, une démarche grand chantier a été lancée avec l'ensemble des partenaires, la CCI, Pôle emploi, les départements, et Éric de Valroger, je pense, soulignera aussi côté canal solidaire. L'idée, c'est d'avoir le maximum de retombées économiques. Très concrètement, le canal, bon, Séverine Riche, dont le directoire était aussi ici présente. Nous, on ne construit pas un canal, même si aujourd'hui on a pris une pelle, n'est-ce pas, pour construire. On passe des marchés publics pour faire un canal. Et dans les marchés, on peut mettre des clauses, et notamment on a mis une clause qui, pour Compiègne, est assez intéressante. C'est une clause de proximité qui fait que les maîtres d'œuvre ont dû s'établir en Zac de Mercière, à côté du garage Citroën, notamment, où donc ils ont pris 2 plateaux, et donc ces architectes qui font les études sont basés à Compiègne. Ça, c'est une des impositions de la démarche grand chantier, démarche grand chantier qui se développe ensuite par un dialogue territorial sous la conduite du sous-préfet de Compiègne et du vice-président de la région en charge des transports, Franck Dersin, avec un dialogue permanent avec les intercommunalités pour, on l'a cité par exemple, pour aménager au mieux le projet, notamment sur les pistes cyclables. Voilà un peu l'ensemble de la démarche. Alors, concrètement, aujourd'hui, c'est globalement 500 personnes qui sont mobilisées sur le projet. C'est déjà assez conséquent, dont une bonne partie dans l'Oise, puisque c'est là que le projet commence, et vous voyez la montée en charge progressive. Voilà sur ces éléments génériques du projet. Donc peut-être on passe, ou bien y a-t-il des questions, ou bien peut-être qu'on peut faire intervenir Éric de Valroger aussi sur l'action du département qui est déterminante sur le projet. Oui? Y a-t-il des questions? Non, j'ai été clair, incroyable. Ah, une question là-bas. Ah. Alors, c'est une grande question. C'est vu au niveau Seine-Escaut. Vous vous souvenez, c'est le périmètre que je vous ai montré global. La diminution estimée est de 750 000 poids lourds par an. Donc, ça a été vu. C'est des études. Puisqu'on l'a dit, on a un financement européen. À chaque fois qu'on demande de l'argent à l'Europe, on doit refaire cette étude socio-économique pour démontrer l'intérêt en termes de report modal. Et donc là, c'est une étude qu'on a fait cette année pour notre financement européen. Donc c'est l'axe nord-sud ou aussi Rouen, c'est-à-dire les céréales qui sont produites en Picardie et nord de la Picardie et Hauts-de-France, tout lié. Est-ce que ça va passer par voie fluviale ou continuer par la nationale 31? Alors, en effet, vous avez raison. Et d'ailleurs, dans la Somme, il y a, outre les ports intérieurs qui sont portés par la région et les intercommunalités, il y a aussi des projets de céréaliers. Parce que, en effet, c'est peu connu, mais Rouen est le premier port céréalier européen et on travaille avec des coopératives céréalières justement pour assurer le transport par voie fluviale, ce qui est fait aujourd'hui essentiellement par camion, de façon à que ce soit par voie fluviale à grand gabarit. Et bon, on a parlé, il y a une coopérative céréalière pas très loin d'ici, n'est-ce pas, à Clairoy, qui réfléchit aussi à ce sujet. On arrive dans les aspects concrets. Alors, la question était, quelle est la solution d'étanchéité qui a été retenue? Alors, c'est encore des sujets en débat, on ne va pas vous le cacher. On a fait dans la Somme ce qu'on appelle une planche d'étanchéité, c'est un site d'essai où on a mis du bon limon d'ici, de l'argile bien tassée avec ce qu'il faut pour tester si c'était une solution d'étanchéité possible. Donc ça, c'est une solution d'étanchéité. Il y a une autre solution plus classique, vous l'avez dit, de béton bitumineux, de façon à assurer l'étanchéité. C'est encore des choix qui seront faits pour l'ensemble pour la partie nord du tracé. D'accord. Oui, pour qu'il n'y ait pas de rupture de charge, où en est le projet MAVGEO? Est-ce que tout ça est bien phasé? Et par ailleurs, est-ce que la contenance des barges sera suffisante dès lors que les ponts anciens, comme celui de Compiègne, ne seront pas retravaillés? Et est-ce que, vous avez parlé effectivement d'une prévision importante de transfert de camions, mais est-ce que le coût qui sera demandé
pour le transport par voie navigable ne risque pas d'être excessif au regard du coût des chantiers? Et est-ce que du coup, pour compenser cela, il est envisagé une forme de pénalisation des transports routiers pour faire en sorte que les changements culturels ne prennent pas trop de temps et qu'assez vite, l'intérêt économique, et plus qu'économique d'ailleurs, d'un basculement soit suffisamment important et rapide? Alors, votre question est globale sur la politique de transport, finalement. Est-ce qu'il y a une vue cohérente de l'ensemble? Sur la hauteur des ponts, à moins que Pierre-Yves veut compléter, déjà, une grande partie est sur Magéo. Magéo, j'aurais du mal à vous répondre, c'est Voies navigables de France qui porte ce projet. Alors, après, c'est un sujet aussi qu'il faudra voir. Mais dans la vue globale européenne, dans la décision d'exécution que je vous ai présentée, hein, qui est publique, il est bien prévu que Magéo soit concordant avec l'objectif de 2030 pour ouvrir le canal. D'accord ? Donc il y a une vue globale de l'Europe sur le sujet. Sur la hauteur des ponts, au début, l'essentiel du trafic, vous l'avez dit monsieur, je vois que monsieur est bien au courant, ce sera des céréales, des pondéreux, donc c'est des bateaux qui enfoncent, donc dont la hauteur n'est pas non plus déterminante. Aujourd'hui, sur l'ensemble du tracé, il y aura possible de passer des bateaux à 2 hauteurs de conteneurs, ce qui est un transport très compétitif quand les barges sont larges et longues, dès aujourd'hui, et qui permettra donc d'avoir une politique de transport qui vise la décarbonation du transport de fret. Voilà. Juste pour compléter par rapport à ce que vous disiez, il fonctionne ou pas? Juste pour bien compléter pour Magéo, pour être très très précis, parce que c'est l'une des questions qu'on a abordées avec l'État. Ça ne sert à rien de faire le canal Seine-Nord-Europe si on n'a pas Magéo. Parce que déjà, le canal Seine-Nord-Europe, c'est quoi? C'est une autoroute fluviale. Aujourd'hui, vous le savez bien, mais pour bien visualiser, c'est comme si vous faisiez Paris-Lille aujourd'hui. Imaginez-vous, vous quittez le périphérique, vous prenez début de l'autoroute 1, vous arrivez au péage de Senlis. Et là, au lieu d'avoir l'autoroute, la voie d'eau dans le nord de France, ben c'est quoi? C'est une départementale. Et on reste sur cette départementale pendant 107 km jusqu'au péage de Fresnes-les-Montauban. Vous savez, à gauche, vous avez Arras, à droite, vous avez Douai, et devant vous, vous avez Lille. C'est ça aujourd'hui la voie d'eau. Et nous, notre idée, c'est qu'on remplace ce qui est une départementale aujourd'hui par une autoroute fluviale. Mais si au début, on n'a pas Magéo, comment on rejoint le périphérique? Comment on rejoint le bassin de la Seine? C'est pour ça qu'il nous faut absolument Magéo. Les choses sont bien vues au niveau des financements, mais je ne vous cache pas aujourd'hui que notre priorité des priorités, c'est le canal Seine-Nord-Europe, c'est effectivement son achèvement en temps et en heure, et on n'a pas le droit de dépasser 2029-2030, parce que l'Europe nous y oblige. Donc clairement, Magéo est bien intégré, Magéo se fera, mais il faut bien savoir que pour l'instant, on est focus sur le canal Seine-Nord-Europe, mais c'est bien intégré, autrement il nous manquerait quelque chose. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est sur la question des barges. Péniches, les barges, les bateaux. Une seule péniche, c'est 220 camions. C'est 220 camions en moins. C'est-à-dire, vous prenez une péniche, c'est 220 camions. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le transport routier est très compétitif, c'est vrai. Mais demain, le transport routier, quand vous avez 220 camions, ça coûte plus cher qu'une péniche. Donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut taxer. On se souvient de ce qu'avaient été les portiques et la vignette, très clairement. Je pense qu'on a besoin du transport routier, mais on va avoir forcément une évolution. J'étais ce matin à Cambrai. Je ne sais pas si vous connaissiez la BA103, la base aérienne de Cambrai, qui a fermé et qui aujourd'hui est en train de devenir un formidable centre logistique où il y a, au moment où je vous parle, 1300 emplois déjà qui ont été recréés. Les emplois, ce n'est pas des promesses d'emploi qui sont là. Et il y avait la Redoute qui s'est installée. Et donc, je leur ai posé la question, vous êtes installés, mais est-ce que vous avez vu le potentiel du canal? Ils me disent un peu, mais pas encore complètement. Parce que dans ce centre logistique de 110 000 m² de la Redoute, ce qui va partir chez les clients en logistique, ça va se faire certainement par camion. Mais ce qui va arriver dans ce centre logistique, ils sont en train de se dire, mais ce qui va nous arriver, pardonnez-moi, mais du reste de l'Europe et surtout d'Asie, ça va arriver par la voie fluviale. Parce que là, ils n'ont pas les mêmes besoins en termes de timing. Et en clair, de Dunkerque à Cambrai, c'est intéressant de faire de la voie d'eau et c'est intéressant d'avoir le canal parce que le canal passera à 200 mètres de la base aérienne
et le port intérieur de Marquion sera là. D'ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a les travaux pour le creusement du canal. Bien sûr que ça nous intéresse. 6 000 emplois, 3 000 recrutements, oui, ça nous intéresse. Mais le plus intéressant, le plus important en termes d'emploi n'est pas là. C'est après. Ça a été dit, mais c'est vraiment après. Et le coup d'après, c'est quoi? C'est les 4 ports intérieurs, Noyon, c'est Nesle, c'est Péronne et c'est Marquion. Parce que sur ces ports intérieurs, c'est là qu'il y aura encore des travaux pour le bâtiment, les travaux publics, mais c'est là où il y aura aussi de nouveaux emplois, et pour la logistique, et pour la construction des bâtiments, mais aussi pour l'activité économique. Alors, les milieux économiques nous disent 30 000 emplois après le canal. On va déjà diviser par 2 et ça en fait déjà le chantier du siècle. Moi, je pense que si on en a 15 000, on n'aura jamais eu une telle création d'emplois. Donc, ça se répartira sur ces ports intérieurs, mais pas seulement. Parce que l'idée, c'est de booster l'activité de Dunkerque. L'idée, c'est de booster l'activité du port de Lille. L'idée, c'est de booster l'activité dans l'Oise également. C'est ça le véritable intérêt. C'est-à-dire que le canal va nous ouvrir toutes les opportunités. Donc, vous voyez, je pense qu'on n'a pas besoin de se dire on va avoir besoin de taxer le transport routier, moi je ne fais pas partie de cela, mais on va avoir naturellement un report modal sur le fluvial. Et d'ailleurs, c'est l'une des difficultés que l'on avait eues pour faire avancer ce projet pendant des années et des années. Bon, ça va qu'on n'est pas dans la région sud, donc l'Arlésienne, ça ne nous parle pas à nous. Il n'y a pas d'Arlésienne dans les Hauts-de-France. Et pourquoi ce projet, il a tant tardé? On ne va pas se raconter d'histoire. C'est que ceux qui décidaient pendant longtemps, ce n'est même pas une question des couleurs politiques. Je ne suis même pas sûr que ce soit une question de politique au pluriel. C'est parce qu'il y a un certain nombre de hauts fonctionnaires, notamment à Bercy, qui trouvaient que ça coûtait cher pour ce que c'était. Ils trouvaient que ça coûtait cher pour faire passer des péniches, mais ce n'est pas le fait de faire passer des péniches le plus important. C'est l'activité économique qu'il y a derrière. Et honnêtement, les Belges, les Allemands, les Hollandais, pas qu'ils sont plus malins que nous, mais c'est tout simplement qu'eux ont compris comment ça marchait. Anvers, comment ça fonctionne? Parce qu'il y a le canal Albert qui irrigue, il y a une autoroute fluviale qui va sur Anvers. Et nous, qu'est-ce qui manque à Dunkerque? Une autoroute fluviale. C'est ça l'enjeu du canal Seine-Nord-Europe. Et vous voyez, il y aura un report modal, c'est une évidence. On me dit que ça peut faire jusqu'à quelques centaines de milliers de camions en moins sur l'autoroute 1 parce qu'il passera. Et là, vous avez raison, monsieur. Et je le dis aussi, c'est que c'est pas, le canal, ce n'est pas une arme de Dunkerque contre Rouen ou contre Le Havre. La compétition, elle n'est pas entre Le Havre et Dunkerque. La compétition, elle est entre les ports français et les ports du nord de l'Europe, les Belges et les Hollandais. Et on a en plus les Chinois qui sont en train de prendre des parts de marché importantes dans ces ports-là. Donc plutôt que de nous regarder dans un réflexe gaulois en disant « Oh là là, Dunkerque va prendre des couleurs au détriment du Havre », pas du tout. Le vrai sujet, c'est de retrouver de vraies parts de marché et que ceux qui se disent « On veut investir en France ou dans les Hauts-de-France », on passe par Dunkerque. C'est ça le véritable enjeu et c'est ce qui va faire en plus qu'on va y gagner en termes environnementaux parce qu'on peut dire tout ce que l'on veut, mais une péniche qui remplace 220 camions, il n'y a pas photo. Une autre question? Attendez, micro. S'il y a un micro qui fonctionne, c'est bien. Je travaille pour un gros fournisseur de matériel de travaux publics, forcément très intéressé, et on attend les gros volumes de terrassement à partir du secteur 2. Ça fait plusieurs années, on sait, voilà, il y a eu du retard, il y a pas mal de discussions. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une vision ferme de la sortie des appels d'offres, voire même de l'allocation des lots aux futurs contracteurs? Alors, normalement, moi, je n'ai pas le droit d'en parler dans la répartition des rôles, donc je vais quand même en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que, moi, je l'ai dit au début, si franchement, les marchés du canal, c'est pour des entreprises internationales, c'est qu'on s'y sera pris comme des manches. Non, mais je le dis comme je le pense. Et donc, comme on n'a pas le droit de choisir, on a le droit quand même de faire en sorte que les entreprises régionales et nationales ne soient pas évincées. Comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, ce que l'on fait, c'est qu'on fait des lots de plus petite taille, de façon à ce que tout le monde puisse avoir sa chance. La preuve, il y a sur le canal des marchés à 300 000 € sur des giratoires. En général, sur des grands projets comme ça, je le dis clairement, on ne s'embête pas. Eh bien, nous, on l'a fait de façon à ce que ça permette justement à des entreprises de travaux publics, grandes, moyennes ou même petites, de pouvoir travailler. C'est un des points sur lesquels on a beaucoup insisté. Les élus de l'Oise qui sont ici présents peuvent en porter témoignage. C'était la volonté aussi du conseil départemental de Nadège, mais aussi leur volonté. Si c'est le marché du siècle, il ne faut pas qu'on le voit passer sous notre nez.
D'ailleurs, je peux aussi le dire, puis je m'arrêterai là, je sais que je n'ai pas le droit d'en parler, mais sur le premier secteur, ce sont des entreprises régionales qui travaillent. Et puis ce que je voudrais aussi, c'est qu'on prenne en compte aussi un facteur environnemental. C'est qu'une entreprise qui est ici, ou qui a une localisation ici, si je ne me trompe pas, ça fait quand même un bilan carbone meilleur qu'une entreprise qui vient du bout de l'Europe. Je le dis à représentant de l'État. On respectera les marchés publics, il n'y a aucun problème, mais on a juste le droit de ne pas s'y prendre comme des manches. J'en ai pas trop dit, Jérôme? Donc vous pouvez compléter, Juste la question, il y a aussi une question de compétences, on l'a vu. On les a, les compétences ici. Hein. Sur la création fluviale, je dis juste qu'il y a quand même des pays qui sont sous le niveau de la mer, pas très loin d'ici, qui maîtrisent ce sujet-là. Et on l'a vu récemment sur un port français, plutôt dans le sud de la France, où il y a des prestations qui sont faites par des sociétés plutôt du nord de l'Europe, et on ne voudrait pas justement les voir partir vers là, quoi. Oui, sauf que là, il faut savoir que c'est le travail de la Société du Canal, et entre les effectifs que l'on a au sein de la Société du Canal et les cabinets avec lesquels on travaille, on a aussi ce savoir-faire. Et les choix qui ont été faits aujourd'hui, je ne sais pas si ça a été dit tout à l'heure, on a déjà 1,5 millier de personnes qui travaillent sur le projet du canal. Il faut savoir qu'ils sont principalement localisés ici, où ils ont des sièges ici, mais on n'a pas fait appel à des gens du nord de l'Europe. Je ne dis pas d'ânerie? Vous voyez les économies qu'on fait sur les piles, hein. Vous voyez pourquoi c'est bon. Un conseil de surveillance qui est assez radin. C'est bon pour l'environnement. On n'a pas répondu complètement à monsieur sur le deuxième secteur. Alors justement, en toute transparence, et c'est bien de montrer notre page marché public, alors notre site internet est à la fois, Lina l'a dit, pour le territoire, mais il y a aussi tout en haut à gauche une petite case marché public, et vous verrez, je pense avec beaucoup d'intérêt, en toute transparence, et en principe d'égalité de la commande publique, on a fait une grande réunion le 27 juin dernier, qui est encore en ligne, où on présente vos questions, l'ensemble des appels d'offres sur les autres secteurs, suite à une réunion, un travail très important d'1 an. Alors, désolé du terme, c'est un peu technique, de sourcing, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec les entreprises, justement pour savoir quels sont les risques importants, est-ce que vous êtes capable d'absorber de tels marchés, comment on peut faire, et donc vous verrez toutes les réponses. Alors si vous avez 3 heures de live à regarder, avec à la fin, je vous dévoile le suspense à la fin, vous aurez le planning des appels d'offres à la fin, et aussi on prend des risques, c'est-à-dire que dans cette partie marché public, chaque trimestre, on met en ligne le planning prévisionnel des marchés qui vont sortir. Comme quand on fait sa maison, il y a toujours des aléas. De temps en temps, il y a quelque chose qui avance, qui recule. Mais nous, la ligne est claire, on avance. Et donc, mais vous pouvez vous informer ainsi sur notre page marché public. La seule chose, c'est qu'on est dans un vrai partenariat. Tout à l'heure, on a signé une convention avec la Fédération régionale des travaux publics. Ils sont sérieux, ils sont solides. Et quand on signe la convention avec eux, monsieur, c'est parce que ceux qui vont travailler avec nous, il faut vraiment qu'on tienne tous nos délais. Ça, pour nous, c'est clair. En 2029-2030, il faut qu'ils soient en eau. Autrement, l'Europe, qui est vraiment un partenaire fidèle, nous met un peu l'épée dans les reins et nous retirera le tapis sous les pieds. On ne peut pas se le permettre. Donc c'est pour ça que vraiment, pas qu'on nous dise on va pouvoir faire et puis après on a un problème. Il faut vraiment que tout le monde soit dans la même logique. Il faut qu'on fasse en temps et en heure. C'est vraiment le critère qui rentre en ligne de compte parce que sur la question du prix, on peut le dire, hein, certains ont râlé parce que le choix qui était fait au début, ce n'était pas forcément le moins cher du moins cher, mais ça répondait clairement aux critères qu'on s'était fixés. Même si je suis radin, ce n'est pas la question du prix, parce qu'on sait bien qu'en matière de marché public, ce n'est pas forcément quand on prend toujours le moins cher qu'on s'y retrouve le mieux. Bon. Mais derrière, c'est vraiment la capacité à réaliser, parce qu'on ne peut pas se planter en ayant des délais et de dépasser les délais qui sont fixés par l'Europe. Merci pour cet exposé. Tout en respectant ce projet qui a été décidé il y a plus de 15 ans, y a-t-il un service de surveillance et de protection et de respect de l'environnement tout au long de sa réalisation et de son exploitation? En particulier, les plantations, vous avez cité l'ormelis, mais on ne va pas faire de la monoculture. Des plantations variées, s'il vous plaît, contrôlées. La protection des terres arables excavées et déplacées, l'équilibre écologique des affluents et des zones humides, la garantie et le contrôle écologique des sites d'écrêtement en amont
dans le site Magéo en particulier, et le contrôle des artificialisations des sols et de leur imperméabilisation. Alors, il ne s'agit pas de faire seulement des beaux panneaux et des belles plaquettes, je vous en remercie, elles sont très belles, mais est-ce que tout au long de ce chantier, une attention, une vigilance va être mise en place pour contrôler et ne pas faire seulement d'être figurant lors des rendez-vous de chantier et qu'ils aient un pouvoir de décision et de contrôle. Merci. Alors, l'environnement, c'est vraiment au cœur du projet. Et maintenant, quand on fait un projet, ce n'est pas la déclaration d'utilité publique qui permet de lancer le projet, c'est l'autorisation environnementale. Donc cette autorisation environnementale, elle veille à tous les aspects que vous avez dit, madame. Et je vois que vous êtes très bien renseignée. Vraiment, bravo pour votre curiosité. Alors, le mieux, c'est la preuve par l'exemple. Tout près d'ici, à Bienville, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, à côté de l'église, on a planté dès 2017 des arbres. C'était une peuplerée, initialement. Le peuplier, c'est en termes de biodiversité, il y a, alors peut-être qu'on l'a fait dans les marais du Nord ou ici, c'est bien pour assécher le terrain, mais ça tue la biodiversité. Donc en accord avec la ville, on a coupé cette peuplerée et on a replanté notamment d'aulnes, de ce qu'ils appellent du boisement alluvial. Et ensuite, par rapport au contrôle des services de l'État, on a un engagement de gestion sur 30 ans, de façon à assurer la reprise réelle et le suivi en termes de biodiversité. Donc je vous engage d'aller visiter à Bienville, on l'a fait dès 2017 pour montrer que ça marchait. Sur la deuxième question, alors Frédéric Arnaud, ici, directeur du secteur 1 qui gère les travaux dont on a parlé tout à l'heure, a cette autorisation environnementale à suivre et les services de l'État font, je vais vous dire, très bien leur travail. Dans cette autorisation environnementale, il y a tous les dispositifs de gestion et de suivi du chantier et on est contrôlé très régulièrement par l'Office français de la biodiversité, de l'engagement, de façon, je vois aussi Michel Maria qui a géré les instructions là-dessus, de façon à assurer l'ensemble de ces éléments. Le dossier d'enquête publique de l'autorisation environnementale et donc les dispositions sont toujours accessibles sur notre site internet pour montrer en fait tout ce qui a été prévu. Et l'autorisation environnementale est accessible à tout le monde. C'est un peu complexe, mais l'ensemble est contrôlé. Juste un point. On est super contrôlé, mais on n'a pas besoin de savoir qu'on est super contrôlé pour faire le maximum. Et ça, à tous les niveaux, que ce soit sur la faune, que ce soit sur la flore. Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer ce qui nous a été expliqué cet après-midi, c'est-à-dire avec le Saintement de l'Oise, la façon dont ça va permettre de reconstituer de la biodiversité? Je pense que c'est un bon exemple, ce qui a été expliqué tout à l'heure. Qui est-ce qui s'y colle? Oui, attendez, juste un point. On va vous donner un exemple précis de ce qui est en train de se passer et où, au-delà même des autorisations, là, mais des contrôles qui sont faits, la façon dont on veut aller au-delà. Ensuite, sur l'exploitation, ça sera la responsabilité notamment de VNF, bien évidemment, mais bien de vous expliquer à chaque fois, pas seulement sur les arbres, sur la question de la flore, mais aussi sur la question de la faune, la façon dont on fait attention. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui nous était expliqué cet après-midi? Levez-vous comme ça, tout le monde vous verra. Non, notamment sur l'environnement, sur le secteur de Montbach. En ce moment, on est en train de déplacer la rivière Oise. C'est la photo que vous voyez à droite. Donc, on a un milieu biologique qui existe aujourd'hui, qui avait fait l'objet d'inventaires. Ces inventaires ont été présentés au service de l'État. On identifie tous les secteurs. On devine sur la photo devant vous une bordure un peu plus claire, c'est-à-dire que toutes les zones à enjeu qui ne sont pas directement impactées dans le chantier font l'objet d'un marquage par des balisages que vous pouvez voir sur le terrain si vous allez dans le secteur. Si vous voyez des barrières vertes, c'est que derrière, il y a des espèces végétales qui sont sensibles, intéressantes, que l'on souhaite protéger. Donc elles ont été toutes balisées avant que les entreprises travaux n'interviennent. Si vous voyez des barrières jaunes, c'est parce que derrière, on a des zones humides. Donc des zones humides, c'est des éponges qui servent à faire des relations entre l'eau de surface et l'eau de sous-sol. Ce sont des milieux qui accueillent des espèces biologiques particulières, des plantes, des grenouilles, des salamandres et autres espèces. Donc pour que ces animaux n'aillent pas sur le chantier, on met une barrière jaune pour dire aux engins de chantier, il ne faut pas aller de ce côté. En dessous de la barrière jaune, on met une barrière fine
qui est enfoncé de 10 cm dans le sol pour que les animaux ne puissent pas aller vers le chantier. Une fois qu'on a fait toute cette zone, cette identification de la zone protégée, on envoie des écologues pour aller faire des pêches de sauvegarde, pour aller ramasser tous les animaux qu'on trouve avant d'envoyer les engins de chantier. On avait des espèces protégées dans le secteur de Cambronne, juste à l'amont de cette photo, la Véronique à écusson, une petite plante qui a la particularité d'aimer des milieux très humides. Cette Véronique à écusson est relativement rare dans le secteur, donc on est allé la retirer à l'automne lorsqu'elle était en période de graines pour la transporter à Morlincourt dans une zone marécageuse qui était en mauvais état, qu'on est en train de réhabiliter pour en faire une zone de compensation. Ces zones font l'objet d'une surveillance par les services pendant 30 ans après la mise en service, avec des obligations de contrôle et de reprise. On fait des zones d'habitat pour des espèces, mais on a aussi l'engagement de contrôler que les espèces sont bien revenues dans les zones, et on n'est pas seulement contraint ou obligé de faire la zone pour théorique, on est obligé d'envoyer des écologues en permanence pour surveiller que ça fonctionne bien et refaire d'autres méthodes ou réintervenir si ça ne fonctionne pas. Le chantier est suivi par une écologue qui passe sa journée à surveiller que les entreprises respectent les règles du jeu. Ça, ce sont les contrôles internes. Et comme l'a dit Jérôme Desaubry, les services de l'État, qu'ils soient spécialisés dans l'environnement, comme l'Office français de la biodiversité, qui est basé à Compiègne, ou qu'ils soient spécialisés dans d'autres politiques. Pour les sols pollués, c'est les services de l'Adréal à Amiens, si je ne me trompe pas de localisation. Pour la qualité de l'eau, ce sont les services de la DRIEAT, Direction régionale interdépartementale de l'environnement et de l'aménagement du territoire, qui est à Paris. Donc ces services passent tous les mois sur le chantier, faire des contrôles inopinés pour vérifier que les prescriptions environnementales sont respectées et nous adressent ce qu'ils appellent un rapport de manquement administratif lorsqu'ils voient des choses qui ne sont pas conformes pour qu'on corrige ça au fil de l'eau avant que des désordres ne soient faits. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, je suis propriétaire de 2 parcelles de bois chaussées au bac. Et sur ces parcelles, c'est du bois qui a une 60aine d'années, de différentes essences. Et mardi, je me suis aperçu que tout était abattu. Vous parlez d'achat de terrain. Moi, j'ai aucune indemnité pour l'achat des arbres ni pour le terrain. Donc, je pense que j'ai été oublié. Je vous propose, monsieur, de prendre vos coordonnées. On va regarder ça ensemble, puisque on va le prendre tout de suite. J'ai plus souvent entendu des demandes sur lesquelles on a vraiment examiné, et on a même parfois demandé au domaine de refaire l'estimation, parce qu'on souhaite que ça se passe le mieux possible, plutôt que de passer sur des terrains sans demander l'autorisation et d'abattre sans demander l'autorisation. Mais c'est aussi à ça que servent ce type de réunions, hein. Il y a les réunions de concertation locale, il y a ces réunions d'information que l'on a voulu pour éviter qu'il y ait des bugs. Donc on va prendre contact avec vous dès demain. Non, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce type de réunion, tout en sachant également que toutes les demandes qui sont adressées directement sur le site, on va y répondre systématiquement. Éric ? Merci. Bien, bonsoir à tous. Quelques mots sur les enjeux considérables que représente le canal Seine-Nord pour le département de l'Oise. Mais avant, je voudrais me réjouir du niveau de communication que la Société d'aménagement du canal Seine-Nord, président du directoire et président du conseil de surveillance, le niveau d'exigence qu'ils ont mis sur la communication, c'est tout à fait essentiel. Et cette réunion en est une bonne illustration. Il y a une formule qu'utilisent les Américains que j'aime bien, qui est business without advertising, it's like winking at a girl in the dark. Ce qui veut dire, je ne doute pas de votre niveau d'anglais, mais je doute de mon niveau d'accent. C'est donc faire du business sans publicité, c'est comme faire un clin d'œil à une fille dans le noir. Et je peux vous dire qu'à la Société d'aménagement du canal Seine-Nord, on ne travaille pas dans le noir, on travaille de manière très transparente et vraiment, je m'en réjouis et je m'en félicite. Alors oui, pour le département de l'Oise, c'est un enjeu tout à fait
considérable. Considérable d'abord de par les retombées économiques dont le département va bénéficier, des retombées qui sont déjà concrètes, qui sont déjà réalisées. Jérôme Desaubry, tout à l'heure, a rappelé à juste titre que nous avions la chance d'avoir ici, à Compiègne, sur le site de l'ancienne école d'état-major, eh bien, les bureaux, le siège de la société d'aménagement. Je crois, Jérôme, que toute l'équipe est satisfaite de ce lieu d'implantation. C'est effectivement vraiment un bel endroit. Et nous, à Compiègne, on est très fiers d'avoir pu accueillir le siège de la société d'aménagement. Il y a également les plateaux techniques des maîtres d'œuvre à Compiègne. Il y a eu un partenariat qui s'est développé avec l'UTC, avec le lycée de Ribécourt. Donc ça, ce sont déjà des retombées concrètes qui ont eu lieu. Et puis, il y a des retombées qui sont bien sûr liées à l'après-chantier. Il y a bien sûr le port intérieur de Noyon, Madame le maire de Noyon, merci d'être là. Il y a les quais construits à Pimpré et Ribécourt. Il y a le port de Longueuil-Sainte-Marie. Tout cela, ce sont des perspectives de développement économique pour notre département qui sont tout à fait intéressantes. Et effectivement, à juste titre, on a abordé tout à l'heure la question de Magéo. C'est dans la continuité du canal Seine-Nord, c'est indispensable. Et là aussi, ça sera une source d'attractivité pour l'Oise. Comme l'a rappelé à l'instant le président de la région, l'équivalent d'une péniche, c'est, je crois, 220 camions. Nous avons dans l'Oise beaucoup de problèmes avec le trafic des poids lourds. Donc on peut raisonnablement espérer que ce trafic soit en diminution, ou en tout cas que sa progression cesse, et ça sera important pour le bien-être de nos habitants. Je voudrais dire qu'effectivement, ce projet, cette réalisation, c'est plus un projet, cette réalisation, c'est aussi un très bel exemple au niveau de notre pays, parce que c'est l'illustration parfaite d'une décentralisation réussie. C'est la région qui est la patronne dans cette affaire, mais autour de la région, il y a des collectivités territoriales qui sont engagées, les départements, et notamment le département de l'Oise, qui a donc prévu une contribution de 108 millions d'euros pour participer à ce chantier, à la réalisation de ce chantier. Et si on globalise tous les départements qui contribuent au canal Seine-Nord Europe, eh bien, ce sont 550 millions d'euros qui seront apportés. Donc voilà une implication tout à fait déterminante pour le département. J'ajoute que, bien sûr, nous réalisons aussi des pistes cyclables pour relier les berges du canal à la Transoise. Et donc, tout ceci, c'est en termes d'attractivité et de qualité de vie dans notre département, ce sont des éléments tout à fait essentiels. Alors, Jérôme Desaubry a évoqué tout à l'heure la question du canal solidaire. Effectivement, c'est là aussi un volet de ce chantier qui est tout à fait essentiel. Ça consiste à intégrer des clauses d'insertion dans les marchés du canal. C'est une première en France. Ça n'a jamais été réalisé ailleurs. Et donc, cette clause d'insertion, eh bien, elle oblige les entreprises partenaires du canal à embaucher des jeunes, des allocataires du RSA, des chômeurs de longue durée. Alors, vous savez que le conseil départemental, il a en charge le RSA. Bien sûr, moins il y aura de concitoyens qui seront au RSA, plus on pourra se réjouir, pas uniquement pour les finances du département, mais tout simplement parce que ça sera le signe que beaucoup d'entre eux auront réussi à trouver un emploi. Et le canal
offre de belles perspectives dans ce domaine. Il y avait aujourd'hui un forum pour l'emploi devant les locaux de la société d'aménagement qui a vu passer plus de 100 personnes. Donc c'est très encourageant. Et même si c'est compliqué, quand on discute avec les chefs d'entreprise, c'est compliqué d'avoir finalement des candidats qui veulent s'investir dans la durée, mais on va y arriver. Ceci, en tout cas, peut déjà se traduire en chiffres, puisque depuis 4 ans, ce sont 69 personnes qui ont pu se réinsérer, dont 29 habitants de l'Oise. Donc voilà des choses concrètes. En conclusion, je voudrais dire qu'il y a un aspect non négligeable qui a été pris en considération par la Société d'aménagement du canal Seine-Nord, c'est l'aspect humain. Car oui, ça a des conséquences, hein, la réalisation d'un ouvrage de cette importance-là, ça a des conséquences pour les riverains, pour les agriculteurs. Il y a quelques propriétaires qui ont dû ou qui vont être expropriés. Tout ceci se fait avec beaucoup d'humanité. Et il y a aussi une profession à laquelle je pense en particulier, puisque nous avons, en tout cas dans le canton dont j'ai l'honneur d'être le conseiller départemental, beaucoup de bateliers. Eh bien, l'ouverture du canal Seine-Nord va changer la donne, va introduire une concurrence internationale avec des embarcations beaucoup plus importantes, et il va falloir qu'une partie de la profession se remette en cause et puisse affronter ces nouveaux défis. Alors, je suis certain que les collectivités, l'État, les aidera, mais bien sûr, il faut qu'ils cèdent eux-mêmes et par une réorganisation pour affronter cette concurrence. Voilà, en quelques mots, tout ce que je voulais dire sur l'importance du canal Seine-Nord, et vous dire bien sûr que le conseil départemental de l'Oise continuera à s'impliquer au maximum pour que tous les objectifs annoncés par le président de la région tout à l'heure soient atteints. Merci. Merci, bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. Je suis très heureux et fier de représenter l'État au cours de cette journée avec les premiers coups de pioche qui ont été donnés, puis cette soirée, cette réunion publique d'information qui permet vraiment de lancer l'idée du canal, montrer qu'il n'est plus un simple projet, mais qu'il est une réalisation bien concrète, dans laquelle, s'il est normal, comme l'a rappelé Éric de Valroger, que les collectivités territoriales, et notamment la région Hauts-de-France, soient leaders, Monsieur le Président, l'État souhaite malgré tout, bien sûr, y prendre sa place. Il le fait au niveau financier en participant à hauteur de plus d'1 milliard autour de table, et il le fait à un niveau plus local en accompagnant au quotidien, je dirais, la Société du Canal tout d'abord dans la réalisation des opérations administratives. Il faut, comme tout projet, bien sûr, que le canal réunisse les autorisations nécessaires. Et ça a été un travail très important qu'ont conduit les services de l'État auprès de la Société du Canal, avec la perspective d'être facilitateur, d'essayer de trouver des solutions pour faire concilier les impératifs de temps qui sont ceux de la Société du Canal. Il a été rappelé que le projet doit être livré au plus tard en 2029, avec la nécessité d'être aussi exemplaire pour un projet aussi novateur. Il faut être exemplaire sur tous les plans, et notamment, cela a été dit ce soir, sur le plan environnemental, et le rôle, et le secteur 1, celui qui va de Compiègne à Passel, joue en quelque sorte un rôle un peu de pilote. Tout ce qui est fait, tout ce qui est convenu ici pour
lire les textes et les adapter à ce projet hors norme, eh bien, va servir après le travail sur les secteurs ultérieurs. Donc cela a nécessité beaucoup d'adaptation et de mobilisation de la part des services de l'État. Je salue ceux qui sont présents à mes côtés ce soir, avec donc une attention portée aux mesures environnementales. L'arrêté, il a été signé au mois d'avril 2021, mais bien entendu, il va faire l'objet d'un suivi qui est déjà mis en place avec des comités. Il y en a deux, un que préside la préfète de l'Oise et un que je préside moi-même sur l'impact du chantier. Et cela permet bien sûr d'avoir un échange continu avec la Société du Canal, de s'assurer que les mesures prévues dans l'arrêté sont bien remplies. Et croyez-moi, je pense qu'elles le sont parce que comme cela a été dit, tout ce qui est défriché est compensé. Les zones humides qui sont perdues du fait du passage du canal sont compensées, souvent avec plus de superficie et dans un périmètre très, très proche. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et la dernière chose, c'est qu'on est attentif aussi, du point de vue de l'État, à ce que le canal ne soit pas juste un tuyau. Ça, Monsieur le Président l'a rappelé également. Il faut qu'il soit un véritable vecteur de développement économique et un vecteur d'attractivité pour la région. Et c'est le cas avec la démarche Grand Chantier qui a été évoquée tout à l'heure, qui se traduira pour le secteur 1 par un contrat territorial de développement. Cette démarche, je la pilote au niveau local avec le vice-président de la région, Franck Dersin. Il y a plusieurs axes. Tout d'abord, aménager le bord à canal, comme l'a rappelé Jérôme tout à l'heure, c'est-à-dire permettre notamment aux collectivités locales de réaliser beaucoup d'aménagements pour rendre le canal agréable avec des voies vertes, pistes cyclables, etc. Donc il y aura d'autres projets qui seront examinés par nos comités, qui pourront bénéficier, le cas échéant, de subventions de l'Union européenne pour permettre aux collectivités, disais-je, de promouvoir leurs projets. Ensuite, il faut que le canal soit vecteur d'emploi. Et nous animons avec Anne-Sophie Fontaine, Monsieur le Président, vous aviez lancé en tant que ministre les services publics de l'emploi locaux. Eh bien, nous en avons un qui est dédié spécifiquement au canal, qui permet de repérer les métiers dont aura besoin la Société du Canal et ses prestataires, de former à l'avance les personnes susceptibles d'occuper ces emplois et de mobiliser tous les acteurs sur cette mission. Ensuite, nous serons attentifs aux infrastructures parce qu'il faut que ces nombreux emplois et les personnes qui vont les remplir disposent de logements, disposent de moyens de restauration, puissent se déplacer, etc. Donc tout cela, c'est également partie intégrante de la démarche Grand Chantier. Et enfin, nous avons, mesdames et messieurs, une réflexion sur le devenir des canaux existants. Ce n'est pas pour tout de suite, mais lorsque le canal sera là, se posera la question du maintien ou du comblement des canaux existants qui sont le canal latéral à l'Oise et le canal du Nord. Donc vous voyez un important chantier qui mobilise pleinement les services de l'État et qui les mobilisera encore au cours des années à venir. Voilà. Il y a en général un très bon critère, et c'était avant votre intervention, c'était pendant la mienne, monsieur le sous-préfet. Quand des gens commencent à quitter la salle, c'est qu'on a dépassé la réunion d'1h30 et ce n'est pas bon signe. Bon. Plusieurs choses. Juste avant de conclure, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions en aparté après, avec les équipes du Canal, on reste encore un moment. Il y a parfois des questions qu'on n'a pas envie de poser en public. Moi, je voudrais juste, pour terminer, adresser 3 remerciements. 3. Tout d'abord aux partenaires, aux élus. Vous savez, on est souvent décriés, on a l'habitude. Mais sur ce projet, pardonnez-moi de le dire, on ne bosse pas vraiment pour nous parce qu'on a relancé ce projet en 2017 et il verra le jour en 2030. Et tout le monde aura oublié, au moment où il y aura les emplois sur les plateformes, qui est-ce qui a été président de la Société du Canal ou qui a filé un vrai coup de main pour que ça se fasse. Parce qu'au final, on bosse pour les générations qui suivent. Et ça, c'est vraiment l'exemple. Dans 10 ans, dans 20 ans, il y a sur ces 15 000 emplois, des gens qui ne sont pas encore sur le marché du travail et ils se moqueront bien de savoir qui était à l'origine, mais l'important, c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qui reste. Et je le dis pour l'ensemble des élus qui sont présents, que ce soit Pierre Vatin, que je remercie ce qu'il a dit, de sa présence, que ce soit les conseillers régionaux, il y a Martine qui est là, il y a Anne-Sophie Fontaine également, tu l'as dit Eric, Sandrine est là également, il y a beaucoup d'élus. On le fait parce qu'on pense que c'est de l'intérêt général et ça dépasse largement les mandats qui sont les nôtres, mais on a le sentiment que c'est ce qui fera avancer la région et ce qui donnera une opportunité en or. Ça, c'est la première chose. Deuxième remerciement, c'est les équipes du Canal,
parce que j'avais dit au début, il faut expliquer aux gens. Il faut expliquer. Et moi, je ne veux pas qu'on fasse tout sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien le en chair et en os. Voilà, c'est comme ça. J'ai même oublié mon conseiller régional, François, mais comme il est en plus local de l'étape, je l'avais oublié. Et depuis qu'il est grand-père hier, je le voyais comme grand-père, je ne le voyais plus comme élu. Attendez, ce n'est pas la première fois, il n'est pas le féliciter, il est habitué à être grand-père. Bon, je redeviens très sérieux. C'est que les équipes du Canal font ça avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de professionnalisme. J'ai vu cet après-midi, j'ai vu la façon dont les choses se passent. Vous savez rendre les choses très pédagogiques et vous savez rendre les choses vraiment très claires. Et c'est important. Et quand on ne sait pas, on se renseigne et on donne la réponse parce que je veux qu'il y ait des réponses, notamment vous, monsieur, avec la question de vos arbres. Donc, ça, c'est un point important. Et le troisième remerciement, c'est pour vous, mesdames et messieurs. Vous êtes plus d'une centaine ce soir, alors que c'est un projet, bien évidemment, qui commence, mais qui n'est pas encore terminé. Et au final, vous nous dites qu'on a eu raison de jouer cette carte des réunions. Les réunions de concertation, les réunions de proximité. Il y en a beaucoup dans l'Oise. L'autre jour à Amiens, il y avait beaucoup de monde également. Et ça me confirme dans une idée, ça prend du temps? Non, pas du tout. Parce qu'il y a toujours plus dans deux têtes que dans une. Et dans toutes les réunions, parfois on peut se faire un peu remuer, parfois des gens qui peuvent nous dire c'est bien, on tient compte des deux options, des deux opinions, et même quand on nous dit qu'il faut se remuer, ça amène aussi à se remettre en question. Et je suis persuadé que sur des projets d'aménagement aussi importants que cela, ça vaut la peine de jouer la carte de l'information, de la communication et de la concertation. Je ne dirais pas aussi bien que toi, parce que je n'ai pas le même accent, il est moins bon le mien, un accent picard, moi, tu sais, à Saint-Quentin. Mais toujours est-il que je ne regrette absolument pas qu'on soit rentré dans cette voie et on continuera jusqu'au bout. Voilà ce que je voulais vous dire en vous disant un grand merci à ces trois types d'acteurs que je voulais saluer. Merci beaucoup.